Nous avons la chance d'avoir avec nous Martine Ouellette. Elle est chef de Climat Québec et ex-ministre des Ressources naturelles du Québec. Bon après-midi, Madame Ouellette. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, Madame Ouellette? Ça va très bien. Et vous, Oui. en cette nouvelle année, je voudrais en profiter pour vous souhaiter une bonne année 2025. Et de la santé, c'est le plus important, et aussi du succès. Moi aussi, je vous souhaite la même chose. Vous aimeriez que le monde devienne plus vert ou bien devenir première ministre du Québec? En fait, c'est que le monde devienne plus vert. Et comme malheureusement les partis à l'Assemblée nationale actuellement sont tous au, ou presque au service des lobbies, que les lobbies prennent beaucoup trop de place, on le voit, là, que ce soit la CAQ qui sont dans les pires, mais le Parti libéral, le Parti québécois que j'ai bien connu, et surprenamment, même Québec solidaire qui n'ose pas confronter les gros lobbies. À un moment donné, il faut que le pouvoir revienne au peuple. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de proposer une nouvelle offre politique. Une nouvelle offre politique, c'est une chose, mais maintenant, regardons, parce que bon, c'est vrai que l'ère de Trudeau est presque derrière nous, mais le Premier ministre a fait le choix d'un écologiste pour occuper la fonction de ministre de l'Environnement. Et ça avait surpris tout le monde. Est-ce que le Canada est devenu un petit peu plus vert du temps, le moment que le ministre a pu faire son travail, qui semblait très appliqué à faire son travail? Malheureusement, non, parce que malheureusement, Stephen Guilbeault a lui aussi plié devant les lobbies, a été le ministre qui a autorisé un très grand nombre de projets pétroliers. Il a lui-même autorisé l'exploitation pétrolière au large de Terre-Neuve. Il a laissé aller Trans Mountain, qui est l'achat du pipeline et l'agrandissement de ce pipeline-là qui va se faire aux frais des contribuables canadiens. Fait que malheureusement, M. Guilbeault a fait un choix et a fait le choix de sa carrière plutôt que le choix de l'environnement. Vous étiez ministre des Ressources naturelles sous un gouvernement du Parti québécois. Vous avez dû faire des choix difficiles aussi parce que aujourd'hui, de la manière dont on parle de l'environnement de votre temps de ministre, n'est-ce pas, ce n'était pas comme ça. Il était toujours question de comparer le primum vivere par rapport à l'environnement, comme quoi c'était deux entités qui s'opposaient. Et malheureusement, j'ai dû faire beaucoup de batailles à l'interne, euh, particulièrement contre le Boys Club du développement économique. Je pensais à l'époque, quand Pauline Marois est venue me chercher, qu'elle voulait vraiment faire prendre un virage environnemental au Parti québécois. Et on en avait discuté ensemble, et c'est ce que j'avais compris de notre discussion. Et ça l'a tenu du temps qu'on était dans l'opposition de 2010 à 2012. Mais lorsqu'elle est devenue première ministre, je vous dirais que le Boys Club a pris beaucoup trop de place et les lobbies ont imposé leur dictat. Les lobbies, là, ils peuvent toujours demander, mais c'est aux politiciens à se tenir debout. Je dis souvent, la seule force des lobbies, c'est la faiblesse des politiciens. Donc, j'ai fait beaucoup de batailles à l'interne, certaines que j'ai réussi à gagner, d'autres non, et ça l'a assez paru, je pense, publiquement, ces batailles-là, et c'est sorti beaucoup dans les médias. Mais c'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis plus au Parti québécois, parce que je l'ai exercé au Parti québécois, et même comme ministre des Ressources naturelles, et des engagements très concrets qu'on avait pris en campagne électorale, c'était des batailles constantes contre le Boys Club dit économique, mais c'est pas vraiment économique, parce que c'est pas du développement économique pour le bien commun, pour l'ensemble de la collectivité, c'est juste de l'enrichissement de quelques individus. On Hmm. n'appelle pas ça du développement économique, on appelle ça de l'enrichissement privé. Ouais. Madame Ouellette, il y a des choix qu'on fait dans la vie, le choix pour soi-même ou le choix pour la collectivité. Vous avez de l'avenir certainement en politique, mais vous auriez pu être encore plus loin en politique, n'est-ce pas, plus loin, je veux dire à un niveau encore de pouvoir, n'est-ce pas?
Est-ce qu'on doit réfléchir à son avenir politique lorsqu'on prend des décisions comme ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à parler de Martine Ouellette autrement qu'il y a, je dirais, 5, 6 ans. Qu'est-ce qui vous guide, vous, dans vos choix d'ouvrir la trappe très large, n'est-ce pas, et de dénoncer, n'est-ce pas, par rapport à l'environnement, ou alors regarder votre avenir en disant que peut-être vous n'aurez aucune chance d'être la deuxième première ministre du Québec? Écoutez, j'ai été ministre des Ressources naturelles. C'est quand même là un des plus gros ministères au gouvernement du Québec. Et avec des engagements électoraux que j'avais moi-même travaillé à l'intérieur du Parti québécois. Et rendu au pouvoir, j'ai dû faire face à des obstacles épouvantables et à des volte-face, plusieurs volte-face de ma première ministre. Donc, d'arriver à ce niveau-là et de finalement avoir un peu les bras attachés dans le dos et devoir faire des batailles constamment, c'est pas normal. Moi, j'allais là, pas pour le pouvoir pour le pouvoir. Ça m'intéresse pas. C'est le pouvoir pour améliorer la qualité de vie des gens. Mais pour ça, il faut avoir l'appui des collègues, il faut avoir l'appui du ou de la première ministre. Et je regarde l'offre politique, je ne vois pas dans les partis politiques présents actuellement à l'Assemblée nationale un parti politique qui est capable de se tenir debout devant les lobbies. Et les lobbies, actuellement, ils ne sont pas pour le bien commun. C'est de la privatisation à grandeur qui vient nuire à notre qualité de vie. Puis quand on parle d'environnement, là, c'est pas juste de l'environnement. Nous, on parle de climat. Toutes les décisions doivent se prendre à travers le prisme du climat. Les décisions économiques, de transport collectif, de santé. Et là, on le voit, la privatisation de la santé, la privatisation du transport collectif et même la privatisation de l'électricité. Avec Michael Sebia, Fitzgibbon et maintenant Mme Fréchette, oui, elle est plus douce que M. Fitzgibbon, mais c'est exactement le même agenda. La privatisation de l'électricité, c'est René Lévesque et Jean Lesage qui doivent se retourner dans leur tombe. Et là, l'année 2025, avec le projet de loi 69, avec le projet de loi, je crois, qui est 81, dit sur l'environnement, mais qui est contre l'environnement, je veux dire, c'est l'année de tous les dangers, là. Et il va falloir que la mobilisation citoyenne soit très forte sur le terrain. Et moi, c'est là que je suis, avec les gens, sur le terrain, contre des projets anarchiques de développement d'éolien, contre des projets d'enfouissement de déchets toxiques qui ne sont pas du tout respectueux de l'environnement. Est-ce que vous n'êtes pas en avance de votre temps à crier sur tous les toits, à montrer la faisabilité du respect de l'environnement tout en gardant nos emplois, nos perspectives de développement, etc. Est-ce que vous n'êtes pas en avance sur votre temps? Est-ce que les gens sont en mesure, la population qui vote est en mesure de voir et de comprendre ce discours-là? Bien, j'ai fait plusieurs conférences dans la dernière année, dans des églises, dans des salles communautaires, et je vous dirais que oui. Je vous dirais que je fais face à un blocage médiatique qui est très important parce que mon discours va à l'encontre des intérêts des propriétaires, de ces propriétaires de médias-là, à l'encontre du discours courant actuellement. Mais ce qu'on propose, c'est aussi, en fait, c'est du vrai développement économique. C'est du développement économique pour la collectivité et non pas une petite gang d'oligarques qui viennent piger dans le plat de bonbons. Ça, c'est pas du développement économique, là. Ça, c'est de l'accaparement, c'est de la dépossession de nos ressources naturelles, c'est de la dépossession de notre territoire. Nous, ce qu'on propose avec Climat Québec, c'est un vrai développement économique respectueux du territoire, respectueux des collectivités et qui crée aussi beaucoup d'emplois. Mm. Et les ressources comme l'eau, justement, du Québec, c'est des ressources qui sont exploitées et à peine si le Québec reçoit sa juste part, hein? Bien, effectivement, puis il n'y a pas de surveillance des quantités qui sont pompées, il n'y a pas de surveillance au niveau de la qualité. Donc, je pense qu'il y a toute une vision à mettre en place pour la question de la qualité de l'eau. Et c'est pas au niveau des consommateurs résidentiels que ça se passe, c'est vraiment au niveau des gros consommateurs industriels, des embouteilleurs d'eau qui viennent s'accaparer une ressource essentielle à la vie. C'est ma
première grosse bataille citoyenne que j'ai faite dans les années 97-98 contre la privatisation de l'eau à Montréal. Et à l'époque, on avait aussi proposé là, la nationalisation du commerce de l'eau. Pas de l'eau, la molécule, parce que la molécule H2O, c'est déjà un bien commun, ce qui est très bon comme statut pour l'eau, mais de la commercialisation de l'eau, donc des embouteilleurs d'eau. Et là, j'ai fait face là, à Bernard Landry, qui est très néolibéraliste, là, qui était totalement contre cette idée-là. Là. Ça a été assez épique là, comme débat. Ouais. Et vous voulez continuer naturellement. Et moi, ma crainte, c'est de dire, est-ce que vous avez le bon timing, vous avez vous faites le bon mélange entre l'information qui va amener la population à comprendre le discours, à se retrouver dans votre discours et les besoins qui sont fondamentaux pour la survie de la nation, pour la survie du Québec. Bien, écoutez, Climat Québec est un parti indépendantiste pour la justice climatique et je crois qu'avec la crise climatique qui est déjà commencée, il y a une urgence d'agir. Enfin, je ne sais pas si je suis en avance sur mon temps, mais si on ne le fait pas maintenant, plus tard, il sera trop tard. La crise climatique, là, on ne peut plus l'empêcher, mais on peut empêcher l'emballement. Et on a tout ce qu'il faut au Québec en sortant du Canada, parce que le Canada est un État pétrolier, donc jamais il nous laissera les moyens d'agir sur la crise climatique réellement. Mais on a suffisamment d'électricité si les niaiseries de ces vieux de Fitzgibbon arrêtent là, de laisser aller notre électricité là, à vil prix aux États-Unis puis aux grands carnivores électriques de la planète. Mais si on conserve cette électricité-là pour sortir le gaz et le pétrole, on pourrait faire toute une différence et c'est très créateur d'emplois. Mais ma Molette, on ne peut pas non plus fermer le Québec face au reste du Canada, encercler ou mettre des murs, n'est-ce pas, pour nous dire que nous allons nous protéger. Plus que jamais, le monde est un village global et même si on devient indépendant, mais le Québec ne se retirera pas en Afrique ou ailleurs. Le Québec restera ici encore. Et pour nous protéger, ça prend un vivre ensemble, que les autres provinces puissent comprendre, que le fédéral puisse comprendre, qu'on travaille tous ensemble, non? Tout à fait. On est des très mauvais colocataires, on sera des très bons voisins. Vous savez, la colocation, quand on n'est pas d'accord sur comment on se partage le frigo, mais quand on est voisins, on a chacun notre frigo. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra agir. Et le Québec indépendant au niveau international pourra faire des pressions sur des pays délinquants comme le Canada et d'autres pays au niveau du climat. On pourra faire des alliances avec les pays nordiques, on pourra faire des alliances avec les pays, particulièrement de la francophonie, du côté de l'Afrique, et on pourrait faire une différence au niveau international, apporter une autre vision qui n'est pas suffisamment présente actuellement. On pourra apporter notre voix. Et que dire de ces pays qui polluent beaucoup et qui font leur développement sur la pollution et au détriment, parce qu'on a dit tout à l'heure que le monde est un village global, au détriment de ces pays pauvres et qui n'arrivent pas à se développer. Et aujourd'hui, le discours, comme pour tout le monde, c'est qu'on arrête de polluer et au diable ceux qui n'ont pas fait leur développement. Bien, c'est extrêmement problématique et les pays dits riches et développés se doivent de partager leur expertise, se doivent d'aider les pays moins développés à atteindre une qualité de vie intéressante. On ne peut pas laisser les pays pauvres continuer dans la famine, c'est impensable. Et il y a une capacité. La planète, si les bonnes décisions étaient prises, serait capable de nourrir tout le monde. Mais malheureusement, il y a des corporations qui s'accaparent une trop grande partie de la richesse. Donc, on pourra agir dans ce sens-là. Et étant un pays de taille moyenne, mais quand même au niveau du développement économique, on est là entre 20 et 25, dépendamment des années, au niveau du développement économique sur la planète. Le Québec aura une position très avantageuse dans ce sens-là et avec un historique beaucoup plus social-démocrate que bien d'autres pays sur la planète, je pense qu'on pourrait faire une différence. Martine Ouellette, avant de terminer, parlez-nous un peu de Climat Québec. On entend ce parti-là à l'occasion de campagne électorale, très peu. Est-ce que ça a fait quelques progrès ces dernières années?
Ben oui, on avance. On a travaillé beaucoup de dossiers. On est présent sur le terrain, particulièrement en Mauricie, où il y a le projet de TES Canada, qui est un projet d'hydrogène pas du tout vert. Là, c'est Power Corporation qui est en arrière de ça, avec un méga parc anarchique de développement de 800 mégawatts d'éolien. On est présent un peu partout aussi sur des développements anarchiques d'éoliennes, que ce soit à Montérégie, que ce soit dans le centre du Québec. Un dossier de déchets toxiques à Blainville, incroyable. Une entreprise multinationale américaine qui veut agrandir de 4 stades olympiques son site de déchets toxiques, mais avec une technologie qui ne fonctionne pas du tout. Ça a été démontré par un lanceur d'alerte. Donc, ça continue de contaminer. Et c'est des déchets toxiques qui sont importés de 50 à 70 des États-Unis et de l'Ontario. On agit vraiment comme, dans ce cas-là, comme un pays sous-développé d'accepter les déchets des États-Unis, qu'eux autres se débarrassent de la responsabilité parce que des lois aux États-Unis où les entreprises sont responsables jusqu'à ad vitam aeternam de l'impact de leurs déchets. Fait qu'en envoyant ça au Québec, ils se débarrassent de la responsabilité. Des projets aussi comme le tramway à Québec, qui est une technologie qui est vraiment une vieille technologie complètement dépassée. Il y a maintenant des tramways sans rail, mais là, on voit que la Caisse de dépôt et de placement est en conflit d'intérêts parce qu'elle détient 17 de la compagnie Alstom. Donc, vous voyez, puis du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, avec Rio Tinto Alcan, on a fait tout un colloque, là, 1926-2026, 100 ans d'occupation, entendez bien, occupation d'Alcan Rio Tinto. La salle, elle était pleine. Donc, très intéressant de voir là l'évolution sur le terrain des citoyens de plus en plus intéressés à s'impliquer pour changer les choses. Martine Ouellette, chef de Climat Québec et ex-ministre des Ressources naturelles du Québec. Je vous remercie, Madame Ouellette, d'avoir pris du temps de nous parler. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2025. Santé, Madame Ouellette. Bien, merci, puis à vous, puis à toute l'équipe de CEPAM aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.